Allez, on va démarrer. Donc, on entame aujourd'hui un chapitre vraiment important sur l'analyse de la stabilité. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'était quelque part une introduction pour arriver à ce constat qui va nous permettre de dire si un système est stable ou pas. Donc, sur quelle base dire si un système est stable ou pas et comment le stabiliser. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir au courant de ce chapitre. Donc, un système est stable si, en partant d'une condition initiale quelconque et sans contrôle, il va revenir à un état d'équilibre stable. Alors, qu'est-ce que j'entends par sans contrôle? C'est-à-dire un système où je n'ai pas la possibilité d'agir, je n'ai pas d'action. Donc, il évolue tout seul. Donc, ce système, si démarré d'une condition initiale quelconque, s'il arrive à rejoindre un point d'équilibre, il sera dit stable. Typiquement, si je prends une balle, je la lève en altitude, je la lâche. Donc après, il n'y a plus de contrôle dans la balle. Donc la balle va retomber au sol et elle va retrouver un point d'équilibre. D'accord? Donc par conséquent, un système linéaire est dit stable if and only if, si et seulement si, la réponse à une entrée impulsionnelle va remettre ce système vers l'origine lorsque le temps est infini. En fait, c'est la définition qu'on avait donnée il y a quelques temps. Donc, si le système, on lui applique une entrée impulsionnelle, donc on l'excite fortement et puis on le laisse libre, il faudra que ce système, lorsque le temps est très grand, il revienne vers l'origine. Alors, définition au sens large de la stabilité, pour une entrée bornée, il nous faudra avoir une sortie bornée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en entrée, on dit que c'est la stabilité BIBO. Bounded Input, Bounded Output. Si vous appliquez une entrée bornée à votre système, c'est quoi une entrée bornée? C'est un niveau de tension ou un niveau d'entrée qui est dans le domaine admissible de mon système. C'est-à-dire, si mon ordinateur fonctionne en 20 volts, il ne faut pas lui appliquer du 400 volts. Il va griller. Donc, une entrée bornée, c'est une entrée dans le domaine admissible de la gamme des entrées. À cette entrée bornée doit correspondre une sortie bornée. Autrement dit, la sortie ne doit pas diverger. Si j'applique une entrée bornée et que la sortie reste bornée, le système est dit stable dans un sens très large. Après, il y a plusieurs définitions de la stabilité, les unes plus précises que les autres, mais de manière grossière, voilà la définition de la stabilité. Alors, quelques remarques. Vous allez me dire, c'est quoi un système instable? Un système instable, c'est un système qui va diverger. Quand on dit qu'il diverge, on est en train de parler de la sortie. Donc si j'applique une entrée, j'observe que la sortie va diverger. En théorie, la sortie va aller jusqu'à l'infini. En pratique, ce n'est pas le cas, puisque l'infini en pratique n'existe pas. Alors soit le système, il va aller à des valeurs interdites, où là, il va cramer, il va brûler, il va exploser. Forcément, il est instable. Soit on a déjà prévu des protections dans le système. Alors ces protections sont sous la forme de saturation. D'accord? Donc si mon dispositif est saturé par exemple à 15 volts, la sortie va grimper jusqu'à atteindre cette saturation et elle va rester à 15 volts. La saturation la protège d'aller plus haut. Mais pour autant, ce système est instable. Puisque dans un fonctionnement normal, on ne devrait pas taper dans la saturation. La saturation est là pour protéger, mais ce n'est en aucun cas un fonctionnement normal. D'accord? Donc il se pourrait que dans la pratique, vous ayez une sortie qui tape dans votre saturation et vous avez l'impression qu'il est stable.
Non, il ne faut pas fonctionner en saturation. Le système est assez limite et si la saturation est mal faite ou s'il y a trop de sollicitations là-dessus, elle peut lâcher. Dans un système non actionné, donc il n'y a pas d'entrée de commande, l'analyse de la stabilité doit démarrer avec des conditions initiales non nulles. Autrement, on ne verra rien. Si je reprends l'exemple du ballon de tout à l'heure, donc le ballon est posé au sol, la condition initiale est nulle, et en plus, je ne tape pas dans le ballon. Il n'y a pas d'entrée de commande. Alors comment peut-on dire que le ballon est stable ou pas? Il n'a même pas bougé. Donc pour étudier la stabilité d'un système qui n'est pas contrôlé, il faut absolument qu'il démarre d'une condition initiale non nulle. Donc on le déplace de sa condition d'arrêt pour voir si vraiment il va revenir à cette condition d'arrêt. Et auquel cas on va dire qu'il est stable. Autrement, on est incapable de juger s'il est stable ou pas. Donc un système stable va revenir à son état d'équilibre, alors qu'un système instable va s'en éloigner continuellement. Un système stable va revenir à un état d'équilibre, alors qu'un système instable va s'en éloigner continuellement. Alors, supposons que la fonction de transfert est de ce type-là. G de P est un polynôme, est une fraction de deux polynômes, N de P, numérateur, sur D de P, dénominateur. La fonction transfert, en général, c'est une fraction entre deux polynômes en P. Alors, le dénominateur qui nous intéresse ici, D de P, si vous calculez ces racines, vous obtenez ce qu'on appelle l'épaule. Donc, l'épaule de la fonction G de P sans les racines du dénominateur. Les racines, ce sont les valeurs qui annulent le dénominateur. Alors, au numérateur, les racines sont appelées 0. Les racines au dénominateur sont appelées l'épaule. Donc, la décomposition de G peut être faite en éléments simples. Donc, ça, on l'a vu dans la partie transformer de la place inverse. On a vu qu'on avait la possibilité de décomposer en fractions simples. Donc G de P peut être décomposé en une somme de fractions de ce type-là où on a identifié des pôles réels ou une somme de fractions de ce type-là où on a trouvé des pôles complexes. D'accord? Donc ça, c'est la forme générale d'une fonction transfert G de P qui peut avoir des pôles réels, des pôles complexes ou les deux. Alors, P, c'est l'opérateur laplacien, donc c'est la seule variable. Tout le reste, c'est des constantes. A, B, petit a, petit b, c et petit c sont des constantes. Donc la décomposition nous montre qu'il y a des pôles réels et des pôles complexes. À partir de là, on va s'intéresser à la résolution, donc à la solution petit g de t. Petit g de t est donné sous cette forme. Donc la solution temporelle, c'est une somme d'exponentielle petit c fois t, plus une somme d'exponentielle petit a fois t, fois un sinus. Alors les petits a, petit b, petit c, si on revient, ce sont les solutions, d'accord, des pôles réels et des pôles complexes. Alors si vous regardez cette équation g de t et qu'on s'intéresse à la tracer en fonction du temps, parce qu'une étude en fonction du temps, la réponse temporelle, peut directement nous dire si le système est stable ou pas. Il suffit de lancer la simulation et de voir l'allure si elle diverge ou pas. Alors si vous regardez bien, si vous analysez ce qu'on a, on a des exponentielles, d'accord, une exponentielle seule, et une autre exponentielle multipliée par un sinus. Alors je vous pose la question, quand vous avez une exponentielle qui est stable. Autrement dit, quand est-ce que l'exponentielle ne diverge pas?
Il suffit d'avoir les coefficients qui sont multipliés par le temps, petit c, petit a, qui ne soient pas positifs. D'accord? Et si les solutions sont complexes, donc j'ai une partie réelle, partie imaginaire, on ne s'intéressera qu'aux parties réelles, d'où on peut venir et donner quelques règles. Donc le premier terme que vous avez ici, il est lié au pôle réel, alors que le second terme, là, est lié au pôle complexe. Donc si vous n'avez pas de pôle complexe, vous n'avez pas d'exponentielle multipliée par la sinusoïde. Si vous n'avez pas de pôle réel, vous n'avez pas l'exponentielle seule. Donc on en déduit que si les parties réelles de ces pôles sont négatives, alors le système est stable. Pourquoi? Parce que l'exponentielle va décroître. Si vous tracez une exponentielle moins 2t, là, elle va converger vers 0. Si vous mettez une exponentielle avec un coefficient positif, elle va diverger. D'accord? La partie sinus, vous allez me dire que le sinus, il est là, il ne converge pas forcément. Le sinus est multiplié par l'exponentielle. Donc, quelque part, l'amplitude du sinus est enveloppée par cette exponentielle qui va réduire au fur et à mesure les amplitudes des prochains sinus. D'accord? Donc là aussi, on retrouve la même condition. Si tout ce monde est stable, ben si j'ai des exponentielles qui convergent vers 0, cette limite va tendre vers 0 lorsque le temps est très grand. Donc on retrouve d'une autre façon la condition sur la limite de G de t. Donc ce système va revenir à un état d'équilibre et donc il sera dit stable. Alors s'il y a un seul pôle, un seul, qui a une partie réelle positive, alors le système est instable. Si là-dedans il y a une seule exponentielle avec une partie réelle positive, bah, l'exponentielle elle va aller vers des valeurs interdites, même si les autres vont converger vers 0, mais il y aura celle-là qui va aller vers des valeurs interdites. Donc un seul cas d'instabilité, le système sera dit instable. Alors, si on a un paire de pôles complexes, alors si vous avez des pôles complexes, forcément ils viennent par paire. Hein, quand on résout avec le déterminant, à chaque fois j'ai deux solutions, plus le déterminant et moins le déterminant. Donc ça vient par paire. Donc si ce paire de pôles complexes a des parties réelles positives, le système sera dit instable. Et en fait, on va avoir des oscillations qui vont diverger. Regarde d'où ça vient. Vous allez me dire d'où ça vient. Alors les parties complexes sont là. Les parties réelles sont là. Hein, les pôles. Donc si j'ai des pôles complexes instables, je suis à ce niveau-là. Donc ces pôles, l'exponentielle, au lieu qu'elle va diverger avec une allure exponentielle, je rappelle qu'elle est multipliée par une sinus. Donc je vais avoir des oscillations dont l'amplitude va grimper. Les oscillations sont dues au sinus et l'amplitude est due à la partie réelle positive de ces pôles. Si par contre on a des pôles complexes purs, c'est-à-dire je n'ai pas de partie imaginaire, la partie imaginaire est nulle, donc la réponse sera sous forme sinusoïdale. D'accord? Donc tout ça, je vais l'expliquer dans le prochain slide à travers des graphiques. Donc là aussi, si les parties réelles sont positives, le système est instable. Alors, plus on est loin de l'axe imaginaire, et plus le système est stable. Alors d'où ça vient, ça aussi? On a dit que si les pôles étaient à partie réelle négative, le système est stable. Plus on est loin dans la partie négative, et plus on est stable. Plus cette partie réelle se rapproche de l'axe imaginaire, donc, et moins on est. Alors forcément, si on bascule dans la partie positive, le système devient instable.
Et donc, du coup, le calcul des pôles nous donne non seulement la notion de stabilité ou pas, mais il va nous donner ce qu'on appellera par la suite le degré de stabilité. Et on verra cette notion plus tard. Un système est dit stable si et seulement si la fonction de transfert n'a aucun pôle à partie réelle positif. Donc le tracé des lieux des pôles, locus c'est lieu des pôles de la fonction de transfert, dont le plan complexe va nous donner des informations sur la stabilité. Alors suivez bien parce que les deux prochains slides sont très importants. Alors imaginaire en fonction de réel, c'est quel tracé? On en a fait trois, on a fait le bot, le Nyquist et le black. Quelqu'un peut répondre? C'est le Nyquist. Parfait. Donc imaginaire en fonction du réel, c'est le tracé de Nyquist. On va s'intéresser à ce repère et dans ce repère, on va positionner les pôles que l'on a calculés. Je rappelle, les pôles, c'est ce qui annule le dénominateur de la fonction de transfert. Alors si les pôles se trouvent sur cette partie gauche, très bien, c'est parfait, le système est stable. Si les pôles se trouvent dans la partie droite, donc la partie réelle positive, le système sera dit instable. Alors, quels sont les cas possibles? Là, j'ai positionné un pôle ici. Alors, ce pôle, il est réel ou complexe? Qui peut me dire si ce pôle est réel ou complexe? Il est réel. Il est forcément réel, donc il est sur l'axe des réels. Il est réel et il est sur avec une partie réelle négative. Donc ce système est stable. Ça correspond à un pôle réel négatif. Là, j'ai deux pôles symétriques à l'axe des réels. Et c'est forcément des pôles imaginaires, puisque j'ai une composante imaginaire, une en positif, l'autre en négatif. Alors, je ne m'intéresse pas à voir la partie imaginaire. Positif ou négatif, ça ne me gêne pas. Ce qui m'intéresse, c'est les coordonnées en réel de ces pôles. Ces deux pôles sont donc imaginaires à partie réelle. Le système reste stable. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux pôles imaginaires qui sont sur l'axe des imaginaires. C'est-à-dire que la partie réelle est nulle. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est stable ou est-ce que c'est instable? Ici, on est à la limite de la stabilité. D'accord? Par contre, il ne faut pas avoir un système à la limite de la stabilité. Parce que la plus petite des perturbations peut le basculer dans la stabilité. Donc on s'interdira d'avoir un système à la limite de la stabilité. Il faudra faire en sorte que tous les pôles reviennent sur la partie gauche. Et c'est en ça qu'on fait l'asservissement. Quand on fait de l'asservissement, on vérifie les pôles. S'il y en a sur la partie de droite, on se débrouille grâce à un régulateur pour les ramener sur la partie gauche. Alors on continue. Là, j'ai un pôle réel, purement réel, positif. Le système est instable. Et là, j'ai deux pôles imaginaires avec des parties réelles positives. Le système est également instable. Voilà. Donc le calcul de la fonction transfert nous amène à trouver le dénominateur. Ce dénominateur, il suffit de calculer ses pôles. Et en regardant les parties réelles des pôles, on peut dire si le système est stable ou pas. Là aussi, c'est un slide très important, ce qui va vous aider, non seulement dans la partie stabilisation, mais également dans les deux prochains TP. Alors, ici, on a l'imaginaire en fonction du réel, et on a un exemple de pôle qui se trouve ici. Alors, dites-moi si ce système est stable ou pas. Et quelle est la nature des pôles?
Et combien de pôles j'ai? Il est réel. Combien de pôles on a? 2. 2 pôles. Donc le système est stable ou pas? Bah, le système est forcément stable. D'accord? Alors, on a un système du second ordre. Donc au dénominateur, j'ai un P carré. Et quand vous avez du P carré dans une équation, vous allez avoir 2 solutions, 2 pôles. Donc dans tous les cas de figure que l'on va voir dans ce tableau, on a 2 pôles à positionner. Alors là, j'ai 2 pôles. Les 2 pôles sont réels et les 2 parties réelles sont négatives. Donc on sait que le système sera stable. Alors, en plus de ça, l'analyse va me permettre de savoir quelle est l'allure de la réponse. Alors ça, c'est la réponse impulsionnelle. C'est-à-dire que j'ai appliqué à l'entrée du système une impulsion de Dirac, une excitation assez forte. Après, je lâche tout, j'observe le comportement du système. D'après vous, est-ce qu'il va y avoir des oscillations? On a dit Non, qu'il parce qu'on n'a pas de partie complexe. présence d'oscillation uniquement si vous avez des parties complexes et donc présence de parties imaginaires. Donc là, on sait qu'il n'y aura pas d'oscillation. Regardez bien ici. Là, c'est la réponse S, la sortie S en fonction du temps. C'est la réponse impulsionnelle. Donc, on a excité avec une énergie assez grande et on a lâché le système. Donc, le système est monté. Une fois lâché, il va revenir à un état d'équilibre. D'accord? Sans passer par des oscillations. Ce système est stable. Deuxième cas de figure. On a 2 pôles complexes. Alors, je voudrais que quelqu'un me dise quelle est l'allure de la réponse impulsionnelle et si ce système est stable ou pas. Le système, il est stable. Oui. Et quelle est l'allure? C'est des oscillations qui vont tendre vers zéro. Alors, c'est des oscillations dont l'amplitude va baisser, effectivement. Donc, on va avoir des oscillations dont l'amplitude va continuellement baisser. Alors, regardez bien, ces amplitudes sont couvertes par une exponentielle. D'accord? Donc, on pourrait très bien tracer une exponentielle et les amplitudes sont bornées par cette exponentielle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oscillation. Ce système est stable. Donc, le fait de calculer les pôles me permet de savoir quelle est l'allure de la sortie. On continue. Là, j'ai 2 pôles sur l'axe des imaginaires, donc les 2 pôles ont des parties réelles nulles. Alors, d'après vous, quelle allure on aura pour la sortie? Qui peut répondre? C'est une oscillation à une amplitude constante. Une amplitude constante. Très bien. Donc là, vous allez avoir des oscillations du fait des parties imaginaires. Alors, si les pôles étaient à partie réelle négative, les oscillations vont baisser, l'amplitude va baisser. Si au contraire on était sur la partie positive, les amplitudes vont augmenter. Si vous êtes pile poil au milieu, eh bien les amplitudes vont rester constantes. Est-ce que ce système est stable? Là, on dira qu'on est à la limite de la stabilité. D'accord? En réalité, on n'est ni stable ni instable. On est à la limite. Mais dans un fonctionnement normal, réel, il ne faut pas rester sur ce cas de figure. Parce que la plus petite des perturbations, si jamais une résistance chauffe ou quoi que ce soit, les pôles vont pouvoir basculer en positif. Et donc le système va diverger. D'accord? Donc vous voyez bien ici que plus on est loin de l'axe imaginaire, et plus le système est stable.
mais il y aura un prix. Ensuite, j'ai deux pôles imaginaires complexes dont les parties réelles sont positifs. Comment sera l'allure de la sortie? Quelqu'un peut répondre? On va avoir des oscillations qui vont augmenter. Alors, est-ce que ça va aller jusqu'à l'infini? En théorie, oui, sauf si vous avez des protections dans votre système. Alors, regardez l'enveloppe exponentielle que j'ai mis. Donc, comme j'ai une exponentielle avec un gain positif, une partie réelle positive, l'exponentielle, elle croît. Et donc, les amplitudes, les oscillations vont augmenter en amplitude au rythme de cette exponentielle. En théorie, ça va aller à l'infini, sauf si vous avez une saturation. Donc là, si on tape dans la saturation, ce n'est pas bon. Donc on dira que ce système est instable. D'accord? Ensuite, j'ai deux pôles réels sur la partie positive. D'après vous, quelle sera l'allure de la sortie? Alors forcément, partie réelle positive, ça va diverger. Sous quelle forme on diverge? Il n'y a pas de partie imaginaire, donc pas d'oscillation. Donc on va monter comme ça, jusqu'à ce qu'on tape dans la saturation si elle existe. Si elle n'existe pas, on va aller jusqu'à la destruction du système. Donc là, le système est instable. Alors, autre cas de figure, on a deux pôles réels, l'un positif, l'autre négatif, qui peut me donner l'allure de la sortie. Et est-ce que ça sera stable ou pas? Un volontaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura des oscillations? Non. Oscillations, donc ça va diverger pratiquement à la même forme que précédemment. D'accord? Je répète, il suffit qu'il y ait un seul pôle instable pour dire que le système en entier est instable. Alors, dernier cas, on a un pôle pile poil sur l'origine. Donc, partie réelle nulle et partie imaginaire nulle. Donc, là, c'est un peu particulier. Si la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est nulle, la sortie va être constante. Elle ne bouge pas. D'accord? Et là, on est également à la limite de la stabilité. En aucun cas, il faudra rester sur l'axe des imaginaires. Donc, l'analyse des pôles et le lieu des pôles. Le lieu des pôles, c'est le positionnement des pôles dans le tracé de Nyquist, imaginaire et réel. Nous permet à la fois de voir si le système est stable ou pas, d'en déduire l'allure de la sortie, et ça nous donne des indications sur quel pôle est instable, et donc on pourra agir uniquement sur ce pôle. Pas la peine de dépenser trop énergétiquement ou financièrement pour aller déplacer tous les pôles. On regarde que le pôle instable et on essaiera de le déplacer sur la partie gauche de stabilité. Alors, on a une autre méthode calculatoire qui va nous permettre de déterminer la stabilité d'un système à travers le critère algébrique de Routh-Hurwitz. Donc, c'est le nom de deux inventeurs qui travaillaient, il me semble, ensemble et qui ont mis en place un moyen de déterminer la stabilité. Supposons que notre fonction transfert en boucle ouverte
open loop transfer function, G de P, est de ce type-là, N sur Q. Donc deux polynômes en P. La fonction transfert en boucle fermée, on a décidé de fermer, d'avoir un retour unitaire. Donc c'est comme si on avait une fonction transfert égale à 1. D'accord? Et sur le comparateur, on revient forcément avec un retour négatif. Qui peut me dire quelle est l'expression de la fonction transfert en boucle fermée, H de P? Donc elle sera fonction de G. Est-ce que vous vous en rappelez? Donc la fonction transfert en boucle fermée, c'est le rapport de la sortie finale sur l'entrée principale. Alors que la fonction transfert en boucle ouverte, c'est le rapport de sa sortie sur son entrée. D'accord? Donc si vous revenez sur les premiers cours, on donne l'expression de la fonction transfert en boucle fermée lorsque le retour est unitaire et c'est égal à G sur 1 plus G. Donc je ne vais pas détailler le calcul, hein, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Alors on va remplacer G par sa formule N sur Q. Et donc on obtient ceci. En simplifiant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient N sur N plus Q. Et donc on récupère la forme classique numérateur sur un dénominateur. Pourquoi j'ai fait ce calcul? Pour vous dire simplement, si vous avez une boucle ouverte du style N sur Q et que le retour est unitaire, il est très simple de calculer la boucle fermée. Comment? Il suffit de reprendre la même fonction N sur Q et de rajouter le numérateur au dénominateur. Et là, vous obtenez très rapidement la fonction transfert en boucle fermée. D'accord? Donc là, on s'intéresse à D de P qui est appelé le polynôme caractéristique ou appelé également équation caractéristique. Donc il a un nom propre. À chaque fois qu'on vous demande calculer le polynôme caractéristique ou l'équation caractéristique, eh bien c'est forcément le dénominateur de la fonction transfert en boucle fermée. D'accord? Il faut que ça devienne systématique pour vous. Calculer le polynôme caractéristique, si je vous donne que G, il faut d'abord au préalable calculer la fonction transfert en boucle fermée. Et le dénominateur, c'est ce qu'on cherche, c'est le polynôme caractéristique ou l'équation caractéristique. Alors, quand est-ce que H est stable? À quelles conditions H est stable? Mathématiquement parlant, comme H est une fraction, elle sera stable, autrement dit, elle ne va pas diverger, à la condition que D ne soit pas égal à 0. On est d'accord? Si vous avez une fraction et que vous divisez par 0, eh bien, vous allez à l'infini. Donc, ce polynôme caractéristique écrit ici sous une forme avec des puissances décroissantes, avec les coefs qui vont bien. La fonction transfert H de P en boucle fermée est critique. Donc le point critique, c'est le point limite, si jamais D de P égale à 0. D'accord? Donc l'approche de Routh-Hurwitz se base sur le polynôme caractéristique et elle va voir si ce polynôme passe par 0 ou pas. D'accord? Vous allez voir que c'est une approche relativement simple. Elle est calculatoire, il y a un peu de calcul, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est une application directe. Donc la procédure est la suivante. On va écrire l'équation caractéristique de la fonction transfert en boucle fermée sous forme polynomiale. Donc si vous aviez des produits si vous aviez factorisé, il faudra revenir à une forme polynomiale. Ensuite, on va construire un tableau de coefficients. C'est le tableau de Routh-Hurwitz. D'accord? Donc là, je donne le cas général du dénominateur. Et là, on trace le tableau de Routh.
Donc sur la colonne, la première colonne, on va mettre les puissances. P à puissance n, n-1. D'accord? Suivez bien, hein, ce tableau est important. Et c'est l'objet de votre prochain TD. Prochain TD avec ma collègue la semaine prochaine sur le critère de Routh-Hurwitz. Comment remplir ce tableau? Votre attention s'il vous plaît. On va prendre les coefficients. Le premier coefficient, c'est celui de P à la puissance n. AN, je le positionne ici. Voilà. Donc le coefficient de Pn, c'est AN. Ensuite, je ne prends pas le coefficient d'après. Je saute toujours un coefficient. Donc le prochain, c'est celui de AN-2, que je positionne ici. Ensuite, ça sera AN-4, et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à A2, et je finis par A0. Pourquoi je saute à chaque fois? Parce que Pn-1, son coefficient, est sur la ligne suivante. Donc sur la ligne suivante, je vais prendre les coefficients que je n'ai pas pris. AN-1, AN-3, jusqu'à A1. Et je les positionne comme ça. Le tableau de route, les deux premières lignes sont simplement les coefficients de mon équation caractéristique que j'ai reporté sur les deux premières lignes. Donc deux premières lignes, vous êtes tous capables de les faire. La suite, comment remplit-on la suite? Regardez bien. On suppose que là, on va avoir C1, C2, C3. Ensuite, D1, D2, D3. Je vais vous apprendre comment calculer C1. Donc, pour avoir cette ligne DC, je détermine ce qu'on appellera un pivot. Le pivot, c'est le premier coefficient de la ligne d'avant. Donc, c'est à n-1 pour C1. La formule pour avoir C1 est la suivante. Donc, je prends moins 1 sur le pivot et je forme le déterminant avec les 4 valeurs au-dessus. Donc, je crée le déterminant ici. Le déterminant est égal à quoi? C'est AN fois AN-3 moins AN-1 fois AN-2. Donc, ce déterminant est multiplié par moins 1 sur le pivot. Donc, si je fais ce calcul, je vais avoir ça. Moins sur AN-1, AN fois AN-3, moins AN-1 fois AN-2. On est d'accord pour C1? On va passer à C2. Sur la même ligne, le pivot ne change pas. Donc, pour toute la ligne, je vais toujours diviser par moins 1 sur AN-1. Toujours le même pivot. Par contre, ce n'est pas les deux colonnes du déterminant qui changent, mais uniquement la seconde. Donc, pour ces deux, le pivot n'a pas changé. La première colonne du déterminant, c'est toujours AN, AN-1, la première, mais c'est la deuxième colonne qui bouge. Donc, pour ces deux, je vais avoir ça. Pour ces trois, pareil, le pivot n'a pas changé. La première colonne du déterminant n'a pas changé. Je déplace la deuxième colonne. On va voir ensemble pour D1, D2, comment obtenir. Quel est le pivot pour avoir la ligne D? Le pivot, c'est C1. Donc D1 est égal à moins 1 sur C1. Quel est le déterminant? Les 4 valeurs qui sont là. Donc pour identifier le pivot, c'est moins 1 sur C1 fois le déterminant qui est là. Pour D2, toujours le même pivot, moins 1 sur C1. La première colonne du déterminant ne change pas et j'avance à chaque fois la deuxième colonne. Voilà comment on calcule le tableau de route. Alors ça paraît compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça, parce que déjà, généralement, l'ordre du système il est limité, donc on n'a pas autant de calculs qu'on pourrait l'imaginer. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce tableau une fois formé? Le système est dit stable si tous les éléments de la colonne des pivots ont le même signe. Donc je ne regarde pas la suite, je regarde que la colonne des pivots. Il faut que tous les éléments soient de même signe, soit tous positifs, soit tous négatifs.
pour dire que le système est stable. Si vous avez un changement de signe, c'est que vous avez des pôles à partie réelle positive. Et donc le système est instable. Alors, on peut aller plus loin. Combien de pôles instables j'ai? Vous aurez autant de pôles instables que de changements de signe dans cette colonne. Donc, par exemple, j'avais tout en positif et puis la dernière est passée en négatif. Il n'y a eu qu'un seul changement de signe. Donc, je n'ai qu'un seul pôle à partie réelle positive. Et de toute façon, le système est instable. Hein. Dès que les éléments de la première colonne de pivot ont des signes changeants, le système est instable. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi on s'intéresse à calculer C2, C3 si on regarde que la première colonne. On en aura besoin pour calculer D1 et ce qui suit. Donc on est obligé de continuer. Alors là par exemple, je n'ai pas d'autres coefficients à mettre ici. Si j'en ai besoin, je remplacerai par 0. Donc là, si je forme un déterminant ici alors que je n'ai pas de valeur là, je complète par des zéros. Là où il me manque des valeurs, je complète par des zéros. Alors par contre, si vous avez un 0 sur la colonne des pivots, ça indique la présence d'un pôle imaginaire pur. D'accord? On est pile poil sur l'axe des imaginaires. Donc on est à la limite de la stabilité dans le cas où vous avez un pôle nul. Enfin, une valeur nulle sur la colonne des pivots. On va faire des exemples. Considérant une fonction transfert en boucle fermée de ce type-là, donc là, on nous donne directement la FTBF. Donc, on a directement l'équation caractéristique au dénominateur. Pas la peine de calculer la boucle fermée. Voilà le premier exemple. Alors, je l'ai mis égal à 0 parce que je cherche à savoir si il est égal à 0 et sous quelles conditions il peut s'annuler. Donc, j'ai un P3 plus 6P carré plus 12P plus 8. On va voir ensemble comment remplir et calculer le tableau de Carnot, de route. Pardon. Donc la puissance la plus élevée, je la mets là, c'est P3. Ensuite P2. Ensuite P1, ensuite P à la puissance 0. Quelle valeur je mets ici? Prenez le microphone, dites-moi quelle est la valeur que je mets là et sur la deuxième colonne. 1 et 12. 1 et 12. Donc le premier est celui de P3. Ensuite, je saute une puissance et je mets 12. Sur la deuxième ligne, je mets 6 et 8. 6 et 8. Donc les coefficients de P2 et de P0. Donc les deux premières lignes ne sont pas des calculs. Je reporte simplement les coefs du polynôme caractéristique. Je vais vous laisser un peu de temps. Calculez-moi P1, la valeur qui vient là, et P0. Allez, je vous reprends d'ici quelques secondes. Le pivot ici, on peut le donner, c'est 6. Et si vous avez besoin, je reviens rapidement sur la formule précédente. Voilà, essayez de l'écrire sur un bout de papier. Ou si vous regardez la vidéo, vous faites pause. Puisque sur la vidéo, je coupe les séquences à vide. Donc faites pause pour avoir le temps pour faire les calculs. C'est 1, c'est moins 1 sur AN-1, le pivot. Et là, je forme le déterminant avec les 4 nombres précédents. Voilà, je pense que vous avez pris note. On revient à notre exemple. Je vous laisse quelques minutes. Calculez-moi les coefs qui restent. À tout de suite. A few moments later. Alors, on va voir ensemble si le premier élément est correct pour qu'on ne fasse pas l'erreur par la suite. Vous avez trouvé combien? 10,67. Alors, en fraction. 64 divisé par 6.
64 divisé par 6, effectivement. D'accord? L'opération, c'est laquelle? Moins 1 sur 6, multiplié par ce déterminant, 1 fois 8, moins 6 fois 12. Donc, par calcul, vous avez trouvé 64 sur 6. Alors, combien on met sur la ligne d'après, la colonne d'après, ici? Pour calculer ça, il me faut les éléments ici, la colonne que je n'ai pas pour avoir le déterminant. Si je ne les ai pas, je considère comme 0. Et donc, si je calcule le déterminant, 1 fois 0, 6 fois 0, cet élément ici, c'est 0. Alors, qui peut nous donner le prochain élément, celui de P0? Donc, je rappelle que le pivot a changé. Cette fois-ci, le pivot, c'est 64 sur 6. Et le déterminant, c'est les 4 nombres qui sont là. Le calcul est très simple parce que j'ai un 0. Et vous allez voir qu'il va se simplifier également. Moins 8. Moins 8. On vérifie ensemble. Ah, j'ai un plus 8. On fait le calcul. Alors, est-ce que vous avez oublié le moins du pivot? Moins 64 sur 6. Non. Je crois pas. Non. On fait 6 fois 0, moins 64 sur 6 fois 8. Donc, il y a encore un moins. Ah ouais, non, j'ai rajouté un moins dans une Voilà. valeur. Moins fois moins, ça fait 8. En réalité, vous allez, avec l'expérience, vous allez voir que si vous avez un 0 là, en réalité, on récupère l'élément qui est ici. Alors, d'après vous, est-ce qu'on a intérêt à calculer? Il n'y a pas d'intérêt à le calculer puisqu'on a terminé la table et de toute façon, il sera nul. Est-ce que cette fonction est stable? Oui. Oui, parce que tous les éléments de la colonne des pivots, tous les éléments sont positifs. Le système est stable. On continue avec un autre exemple. Alors attention, ici, on n'a pas de coefficient de P. P à puissance 1 n'est pas là, il ne faut pas l'oublier. Donc pareil que tout à l'heure, on a du P3, P2, P1 et P0. Dites-moi ce qu'on met sur la première ligne. Ici. 1 et 0. 1 et 0. Et sur la deuxième? 3 et 8. 3 et 8. Je vous laisse un peu de temps, vous me calculez les coefficients qui restent. A few moments later. Qui peut nous donner la première valeur? 8 tiers. Alors on vérifie. Moins 8 sur 3. Alors le calcul est simple. Moins 1 sur 3, ça c'est le pivot. Le déterminant, 1 fois 8. Moins 3 fois 0. Donc 8 sur moins 3. Alors la prochaine valeur, c'est forcément 0. Et celle qui vient là, 8. c'est 8. Parfait. Est-ce que ce système est stable? Non. Il est instable parce qu'il y a eu changement de signe. Qui peut me dire combien de pôles instables on a? Euh, 1. Pourquoi 1? Combien il y a eu de changement de signe sur la première colonne? Combien de changements de signe en totalité? En commençant par le premier jusqu'au dernier. Il y en a eu 2. Il y en a eu 2 changements de signe. On était positif. On est passé en négatif. Donc premier changement. Ensuite du négatif, on est revenu au positif. On a eu 2 changements de signe. Donc en réalité, il y a 2 pôles instables dans ce système-là. Donc puisqu'il y a eu changement de signe, le système est instable.
Après, je ne l'ai peut-être pas écrit, mais vous allez le faire en TD. Étant donné qu'il y a eu deux changements de signe, on peut identifier deux pôles instables, donc à partie réelle positive, à ramener en négatif. On continue avec un troisième exemple. Alors cette fois-ci, on a un paramètre K. En réalité, d'accord? Puisque dans les correcteurs que l'on a, on a souvent un gain de réglage qui nous permet d'assurer la stabilité. Donc on procède comme tout à l'heure et on calcule en fonction de K. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on met sur la première ligne? 1 et 1. Plus K. Non. Le coefficient de P3 et le coefficient de P1. Un 3. Donc 1 et 3. Sur la deuxième ligne, on met quoi? 3, 1 plus K. 3 et 1 plus K. Donc 3 ici et 1 plus K ici. Maintenant, vous allez me calculer le coefficient du tableau qui reste à venir et vous allez l'avoir en fonction de K. Je vous laisse quelques secondes. Essayez de compléter la table complètement. Qui peut nous donner le prochain coefficient de la table? A 8 moins K few sur 3. moments later. On vérifie ensemble. 8 moins K sur 3. Très bien. Donc forcément, celui d'après, à droite, il est nul. Le dernier coefficient, 1 plus K. 1 plus K, puisque cet élément est nul. Donc on va reprendre le 1 plus K. Maintenant, vous allez me donner les conditions sur K pour que ce système soit stable. Les conditions sur K pour que ce système soit stable. Il faut que K soit inférieur à 8. Oui. Est-ce qu'il y a une autre condition? Supérieur à moins 1. Voilà. Donc chaque élément du tableau va me donner une condition. D'accord? Ce système est stable à la condition que 8 moins K soit positif et 1 plus K soit positif. Donc en combinant les deux, la condition de stabilité est d'avoir un gain K entre moins 1 et 8, ouvert. D'accord? Donc strictement supérieur à moins 1 et strictement inférieur à 8. Ceci nous permet d'ajuster les gains de réglage quand vous avez des automates, par exemple. Vous pouvez calculer à travers la route les gains que vous pouvez appliquer à votre système tout en garantissant la stabilité. On reprend un dernier exemple ensemble avant de passer à autre chose. On reprend le même exemple de tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va prendre l'exemple où K égale à 8. Voilà. Reformez, s'il vous plaît, le tableau de route R8. Donc forcément, là, on va avoir 1 et 3. 3 et 9. Donnez-moi les valeurs qui manquent. La prochaine valeur est de combien? 0. 0. Effectivement. Donc là, on a 0. Quelle est la valeur qui manque? Dernière ligne. Comment la calculer? Bah là, le problème, c'est que notre pivot, il est égal à 0 du coup. Voilà, donc là, c'est un cas particulier. Si jamais vous avez un élément nul au niveau du pivot et que vous devez quand même continuer le calcul. Puisque le pivot est nul, on ne peut pas diviser par 0. Alors, dans ce cas précis, il y a une astuce qu'on va appliquer. L'astuce est la suivante. On considère que on dit que c'est un epsilon. Cet epsilon va nous permettre de continuer les calculs et tout à la fin, on va tendre epsilon vers 0. Donc, refaites-moi le calcul en considérant que là, vous avez un epsilon. Qu'est-ce qu'on obtient ici? 9. On obtient 9. Hein, le coefficient qui est là est nul.
D'accord? Donc on récupère automatiquement 9 epsilon sur epsilon, ça nous fait 9. Donc cette astuce, il faut la garder en tête. Si jamais un élément de la colonne qui nous intéresse s'annule, on est obligé de continuer les calculs. Vous le modifiez, vous mettez epsilon, ça vous permet de continuer. Mais à la fin, on va prendre la limite de l'ensemble des epsilon, s'il y en a plusieurs, à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la stabilité? Alors là, on est devant un système où on a un pôle sur l'axe imaginaire. Donc un pôle nul. On est à la limite de la stabilité. D'accord? Donc le calcul de route nous montre qu'il y a l'ensemble des pôles sont à partie réelle négative, mais il y a un pôle qui est pile poil sur l'axe des imaginaires. Donc c'est ce pôle qui impose sa loi. Donc tout le système sera considéré comme étant à la limite de la stabilité. Voilà pour les tableaux de route. Vous allez en faire dans le prochain TD. Quelques remarques pour finir sur le tableau de route. Il s'agit d'un critère algébrique. Donc là, on parle de stabilité absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le critère de route va vous dire si le système est stable ou pas. Il ne peut pas vous dire si le système est très stable ou moins stable. C'est absolu, stable ou pas. Est-ce qu'on est proche de l'axe imaginaire? Il ne peut pas le savoir. D'accord? Donc il ne donne pas d'indication sur le degré de stabilité. Est-ce que je suis très stable ou moyennement stable? Ce n'est pas l'objectif du critère de route. Alors, on ne peut pas l'appliquer sur des fonctions transfert où vous avez du style retard, donc multiplié par exponentielle moins TP. Si vous avez un retard de ce type-là, on ne peut pas appliquer route. Bon, ça c'est relativement rare d'avoir des systèmes avec retard. Donc, souvent on simplifie. Alors, c'est une méthode qui peut être difficilement utilisée dans le cas où vous avez des fonctions intégrales. Donc là aussi, il faut aller loin dans l'automatique avancée pour tomber dans ce genre de... Alors ensuite, on va passer aux critères graphiques. Donc, critères géométriques, donc on part d'un système avec une fonction transfert en boucle ouverte G de P, placée dans une contre-réaction unitaire. La fonction transfert en boucle fermée, c'est H. Et H, c'est G sur 1 plus G. Donc les critères géométriques ou graphiques se basent sur le tracé de Bode-Black-Nyquist. Est-ce qu'on trace la boucle ouverte ou la boucle fermée? Si on regarde les expressions, il est quand même plus facile de tracer la boucle ouverte. La boucle fermée, c'est on reprend G divisé sur 1 plus G. Donc il est plus facile de tracer G. Par contre, la stabilité, c'est par rapport à H, puisque le système a une boucle fermée. H est stable à condition que son dénominateur ne soit pas nul. Donc l'astuce qui a été trouvée, c'est de tracer G, puisque c'est le plus simple, et de voir si G passe par ce point critique. Est-ce que G peut être égal à moins 1? Donc l'astuce, c'est celle-là. On trace G, soit le Bode, soit le Black, soit le Nyquist. On regarde si G passe par moins 1, et on énonce la stabilité sur la boucle fermée. Et on dit la chose suivante. Si G ne passe pas par le point critique, alors H est stable, puisque le dénominateur de H n'est pas nul. Donc la stabilité, l'étude de la stabilité, consiste à étudier les lieux de transfert de la boucle ouverte G, et on compare la trajectoire de G par rapport au point critique. Donc le point critique ici, c'est le moins 1. D'accord? En réalité, si on veut parler de complexe, c'est moins 1 et 0. Moins 1 réel et 0 en complexe. Ça, c'est le point critique. Le point critique peut changer. Hein, il va dépendre de ce que vous mettez sur la boucle de retour. Mais de manière générale, on regarde qu'est-ce qui annule ce dénominateur. Alors, on va énoncer le critère de Nyquist simplifié qui s'appelle le critère du revers. Il y a un premier critère de Nyquist assez complexe. Il a été simplifié
Il s'appelle maintenant critère de Nyquist simplifié ou le critère du revers. Pour cela, il nous faut le diagramme de Nyquist imaginaire en fonction du réel. Alors regardez bien, on a positionné le point critique moins 1 réel, 0 en imaginaire. Ça, c'est le point critique. Ensuite, on trace le lieu de la boucle ouverte, le lieu de Nyquist de la boucle ouverte. On obtient ça. Alors regardez, la flèche a toute son importance maintenant. Le critère du revers, Nyquist simplifié, nous dit si en parcourant le lieu de Nyquist de la boucle ouverte, si vous laissez le point critique à gauche, votre système est stable. Donc forcément, la notion de gauche et droite dépend du sens que vous mettez. Si on parcourt le lieu de Nyquist de la fonction transfert en boucle ouverte dans le sens des pulsations croissantes et qu'on laisse le point critique à gauche, ce système est stable. Donc le système en vert est stable. Le système en rouge est forcément instable. D'accord? Et si vous avez le système en noir qui passe pile poil par moins 1, on est à la limite de la stabilité. Là encore, ce n'est pas un fonctionnement souhaitable. Donc là, c'est le critère graphique de Nyquist. Si vous utilisez le diagramme de Black, le point critique dans Black, puisque là, on n'a pas la partie réelle et imaginaire, on a le gain et la phase, le nombre moins 1, 0, le complexe moins 1, 0, se transforme en moins pi dans le tracé de Black. Et donc, le point critique, c'est le moins pi. Donc là, on va tracer toujours la boucle ouverte et le critère du revers nous dit si vous tracez le lieu de Black de la fonction transfert en boucle ouverte dans le sens des pulsations croissantes, il faut laisser le point critique moins pi à droite. Donc c'est l'inverse. En vert, vous avez un système stable. En rouge, vous avez un système instable. Et forcément, si on passe pile poil sur le point critique, on est à la limite de la stabilité. Le dernier tracé, c'est celui de Bode. Donc dans Bode, on a deux tracés. Le gain en fonction de la pulsation et la phase en fonction de la pulsation. On prend un tracé quelconque et sur ce tracé, j'ai identifié deux pulsations. Oméga 1 pour laquelle le gain en dB est nul. Autrement dit, le module est égal à 1, puisque 20 log de 1, c'est 0. Et j'ai identifié une autre pulsation, oméga C, pour laquelle le tracé des phases passe par moins pi. Donc, le module évalué à la pulsation oméga 1, il vaut 1. C'est comme ça que j'ai défini la pulsation oméga 1. Et donc, son gain en dB, il vaut 0. D'accord? Ensuite, la pulsation oméga C est celle pour laquelle on a un déphasage égal à moins pi. L'argument égal à moins pi. Donc là, on a identifié ces deux pulsations. Quelle est la condition de stabilité? La condition de stabilité est que à cette pulsation oméga 1, si je descends, la phase doit être supérieure à moins pi. Et qu'à cette pulsation oméga C, le gain doit être négatif. Donc là, j'ai deux conditions sur le tracé de Bode. On va voir ça à travers une notion qui va nous simplifier les choses. Alors, cette notion, c'est la marge de stabilité. On va définir ensemble la marge de stabilité dans chacun des trois tracés. Donc, c'est quoi cette marge de stabilité? Une marge, en réalité, c'est la mesure d'une distance. Une distance de maintien entre le point critique et le lieu de la fonction transfert en boucle ouverte. Donc, dans les marges de stabilité, on définit la marge de gain et la marge de phase. Alors, vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre graphiquement. La marge de gain, elle est évaluée avec cette formule à oméga C.
tel que oméga c est défini comme ça, et la marge de phase est évaluée comme ça. Mais de manière générale, on va les déterminer graphiquement. Donc on va aller directement au graphique. Pour avoir les meilleures performances, on peut avoir une marge de gain idéalement entre 8 dB et 15 dB. Et une marge de phase entre 30 et 80 degrés. Ça, c'est pour avoir un bon compromis entre stabilité et rapidité. Mais ce n'est pas les conditions de stabilité. Les conditions de stabilité, on va les voir tout de suite. Alors, si vous êtes dans BOD, voilà les tracés de BOD pour un système quelconque. Alors, lorsque vous coupez le 0 dB, vous descendez pour voir le tracé des phases. On va commencer par la marge de gain. Lorsque je coupe le moins pi, je monte et la distance qui me sépare du 0 dB, évaluée vers le bas, là, cette distance est appelée la marge de gain. L'autre distance, la marge de phase, quand je coupe le 0 dB, je descends et la distance qui me sépare du moins pi, de l'instabilité, cette distance est appelée marge de phase. Donc, c'est des relevés graphiques qu'on peut déterminer assez facilement. En 0 dB, je descends. J'ai combien de marge par rapport à l'instabilité? L'instabilité, c'est le moins pi. C'est la marge de phase. Et ça, c'est la marge de gain. La condition de stabilité, alors on va déterminer d'abord les marges dans le tracé de Black. Alors, les deux pulsations, on les retrouve ici. Quand je coupe l'axe des phases et quand je coupe le moins pi. J'ai oméga 1 et oméga c. Alors, toujours graphiquement, cette distance à la verticale de ce point est appelée la marge de gain. Cette distance à l'horizontale par rapport à oméga 1 est appelée la marge de phase. Je rappelle que le moins pi ici, c'est le point critique. Si jamais je le touche, je suis instable. Donc j'ai combien de distance de stabilité? Quelle est la marge qui va me protéger de l'instabilité? C'est ce qu'on définit comme étant la marge de phase et marge de gain. Donc ça, c'est sur le tracé de Black. Il nous reste le tracé, le dernier, celui de Nyquist. Et dans Nyquist, on a la partie réelle et imaginaire. Donc on peut tracer le point moins 1 en réel et 0 en imaginaire. Ça, c'est le tracé de Nyquist d'un système du premier, enfin, en boucle ouverte, pardon, avec l'indication des pulsations croissantes vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tracer un cercle centré en 0 et qui a un rayon de 1. Et forcément, il passe par le moins 1. Donc, par rapport à ce cercle, je vais pouvoir définir cette distance comme étant la marge de gain et l'intersection avec le cercle nous donne la pulsation oméga 1. Cette phase ici s'appelle la marge de phase. D'accord? Donc comme ça, on a vu comment déterminer les critères de stabilité graphiquement à travers la marge de phase, marge de gain. Les conditions de stabilité de manière générale, c'est d'avoir les deux marges positives. Marge de gain positive et marge de phase positive. D'accord? Après, entre 8 et 15 dB, entre 30 et 60 degrés, ce sont des valeurs pour avoir les meilleures performances. Mais si on parle uniquement de stabilité, il faut que les marges de gain et phase soient tous les deux positives. D'accord? Une marge de phase ou de gain négative, ça veut dire qu'on a enjambé, traversé le point critique. Et auquel cas, le système devient instable. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.